Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2024. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon et que vous voilà prêts à démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'importance qui divise et qui déchaîne les passions, j'ai nommé la radioactivité. Et pour en parler avec moi, autour de la table, toute l'équipe de la Fondation, ou presque, j'ai nommé Damien. Bonjour à toutes et tous. Pauline. Bonjour. » Julien. Bonjour tout le monde. Et une nouvelle recrue que l'on accueille avec bonheur et grand plaisir, Marie-Cécile. Bonjour tout le monde. Et bien sûr, à la technique avec nous, Clément. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la radioactivité? Dans la nature, certains atomes sont instables car ils possèdent trop de neutrons ou de protons, ou les deux d'ailleurs. Alors, pour revenir à un état stable, ils sont obligés d'expulser de l'énergie sous forme de rayonnement. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de radioactivité. Mais aujourd'hui, nous prenons un autre point de vue et nous nous intéressons à la façon dont nous pouvons mesurer et identifier les effets de la radioactivité sur le vivant. Et pour en parler avec nous, nous avons beaucoup de chance puisque notre invité du jour, c'est Olivier Armand, chef du laboratoire LECO, laboratoire d'écotoxicologie des radionucléides, radioactivité à l'IRSN, qui est donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Olivier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Olivier, vous étudiez notamment les réponses au stress de certains modèles animaux lors d'expositions chroniques à de faibles doses d'irradiation, ainsi que les impacts écologiques des rayons ionisants sur la faune et la flore sauvage, suite aux catastrophes comme Tchernobyl par exemple ou Fukushima. Vous essayez également de comprendre quels sont les liens entre les modifications génétiques et le phénotype que vous observez. Alors Olivier, merci encore une fois d'être avec nous. La parenthèse scientifique version 2024, évaluer l'impact de la radioactivité sur le vivant. C'est parti et on commence par le mot du jour. Le mot du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'exposome. L'exposome, mais qu'est-ce que c'est? Déjà, pour mieux comprendre ce mot un peu barbare, on peut diviser, essayer de séparer le mot en deux. Tout d'abord, on a expo, donc exposition, l'exposition, et ensuite on a ome. Ça veut dire omique. Bon, omique, ça reste un peu flou encore, pas vrai? En fait, ça peut se décliner en génomique, protéomique. Par exemple, la génomique, c'est l'étude de l'ensemble du génome d'un échantillon ou d'un organisme, et la protéomique, c'est l'étude de toutes les protéines d'un échantillon ou d'un individu. Après avoir décomposé ce mot, revenons à sa définition. L'exposome, c'est donc un concept assez récent qui a été développé par Chris White en 2005 et qui est de plus en plus utilisé et intégré dans des études scientifiques, notamment par les toxicologues. C'est en fait l'ensemble des expositions auxquelles est soumis un individu depuis sa conception in utero jusqu'à sa mort et les effets physiologiques associés. Par exposition, on entend l'exposition aux produits chimiques, bien sûr, mais également la pollution physique, comme le bruit, la pollution aux ondes, etc. L'exposome est un concept qui intègre également les facteurs de stress psychosociaux liés au mode de vie. Ça intègre également les expositions bénéfiques ou positives, comme le contact avec la nature, les relations sociales, etc. Bref, si jamais vous entendez parler de l'exposome, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur le sujet. Vous reprendrez bien un peu de science? Merci beaucoup Damien, j'espère que maintenant vous aurez tout compris sur ce qu'est l'exposome. Alors de retour avec Olivier Armand pour parler de l'impact de la radioactivité sur le vivant. Merci Olivier d'être avec nous. Merci à vous. Alors on en parlait dans l'introduction, mais ça mérite certainement qu'on revienne sur cette notion. Peut-être pour démarrer, Olivier, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est la radioactivité? Est-ce qu'il y a différents types de radioactivité? Et puis on a lu des termes comme dose efficace, millisievert. Est-ce que vous pourriez également nous définir quelques termes importants? Oui, tout à fait. Alors, du coup, vous en avez déjà parlé dans votre introduction. La radioactivité, c'est un phénomène physique qui se déroule lorsqu'un atome instable émet de l'énergie pour se stabiliser. Et on distingue effectivement différents types de rayonnements ionisants qui ont un impact sur le vivant, c'est-à-dire sur l'homme, mais également sur les animaux sauvages et les êtres vivants qui sont présents dans la nature.
Donc ces trois types de rayonnement ionisant sont d'une part les particules alpha et des électrons. C'est la radioactivité alpha et la radioactivité bêta. Tous deux sont à courte portée, c'est-à-dire qu'ils sont arrêtés de manière assez rapide, soit dans l'air ou par des couches minces, comme par exemple la peau ou une feuille de papier. Et ce sont donc des types de rayonnements ionisants qui sont des particules atomiques. Donc les particules alpha, ce sont des particules formées de 2 protons et 2 neutrons. Et la radioactivité de type bêta, c'est souvent des électrons ou alors son antiparticule, des positrons. Il y a un troisième type de rayonnement ionisant qui est généralement bien connu. C'est en fait les rayons gamma et les rayons X, qui eux sont des particules d'énergie pure, c'est-à-dire des photons, donc des ondes électromagnétiques comme la lumière, mais qui sont très énergétiques et qui, eux, traversent la matière très, très profondément et très facilement. Et pour arrêter ces rayons gamma, par exemple, il faut plusieurs centimètres de béton ou plusieurs centimètres de plomb, donc des matériaux très denses, pour les arrêter. Donc ça, ce sont les trois principaux types de rayonnement ionisant qui sont bien caractérisés. Il y en a un quatrième, en fait, qui est beaucoup moins appréhendé parce que ce n'est pas un rayonnement ionisant en tant que tel, ce sont les neutrons. Et les neutrons sont également émis lors de les phénomènes de stabilisation des atomes qui sont instables. Et ces neutrons, eux, ne sont pas ionisants, mais ils peuvent rebondir en fait sur les autres atomes qui les entourent et provoquer des dommages également. Donc par contre, c'est des types de rayonnement qui sont plus difficiles à mesurer parce que les neutrons n'interagissent pas généralement facilement avec la matière. Il faut qu'ils rebondissent sur des atomes pour du coup provoquer des réactions. Alors moi j'avais une question en fait en préparant l'émission, on s'est rapidement rendu compte que du coup il y avait pas mal d'acteurs liés à la radioactivité en France. Donc l'IRSN dont vous faites partie évidemment, donc le Centre d'énergie atomique, le CEA, l'Agence de sûreté nucléaire, EDF, mais également le CRIRAD, cofondé par Michel Rivasi à Valence. Et du coup, on s'est demandé, et peut-être aussi pour les auditrices et auditeurs, quels étaient leurs rôles respectifs dans ce paysage, lié à la recherche ou autre. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par l'institut auquel j'appartiens, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, donc l'IRSN. C'est un organisme public de recherche et d'expertise sur les risques nucléaires et la radioprotection. C'est un organisme public qui est placé sous la tutelle de différents ministères, le ministère de la Transition écologique, des armées, de la transition énergétique, de la recherche et de la santé. Donc l'IRSN est au service des pouvoirs publics pour contribuer à assurer la protection des travailleurs, des patients, de la population générale et de l'environnement par rapport à des problématiques de risque liées au rayonnement ionisant. Donc l'IRSN est en interaction avec l'autorité de sûreté nucléaire, donc l'ASN, sur des questions techniques concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection. Et l'IRSN donne en fait une analyse technique en appui des questions posées par l'ASN. Et c'est l'ASN qui prend des décisions réglementaires et qui contrôle la mise en œuvre en fait, des mesures de sûreté, par exemple, auprès d'exploitants comme EDF ou le CEA. Voilà, donc il y a une interaction très forte entre l'IRSN et l'ASN, qui tous les deux assument le système de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France. EDF est un exploitant du nucléaire et le CEA est un organisme de recherche fondamentale et il est également un exploitant de certains sites nucléaires de recherche notamment. Est-ce qu'il y a beaucoup donc d'interactions entre ces différents instituts, Olivier ? Alors oui, il y a des interactions très fortes, déjà comme je vous l'ai exposé, entre l'IRSN et l'ASN, bien sûr avec également le CEA, avec qui il y a des collaborations très fortes d'un point de vue fondamental. Donc dans mon cas, ce sont des interactions plutôt sur les effets sur la santé des êtres vivants, et au niveau de la sûreté nucléaire, qui là s'occupe de la sûreté des installations et de la recherche, il y a également des interactions entre l'IRSN, le CEA
et également parfois à EDF. Moi, j'enchaîne du coup sur donc les zones de catastrophe. Quand on parle radioactivité, on pense souvent à Fukushima et Tchernobyl. Je crois savoir que c'est des zones sur lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur quel rayon vous travaillez, vu que vous en avez parlé un peu avant, et surtout à quelles questions vous voulez répondre quand vous allez sur ce genre de site? Oui, tout à fait. Donc Fukushima et Tchernobyl sont les deux accidents majeurs. Donc Tchernobyl Mm. est en fait un événement, une catastrophe nucléaire qui s'est déroulée en 1986, Fukushima en 2011. Et ce sont deux accidents qui sont assez différents. Donc les deux, en fait, ont eu pour effet de libérer de très grandes quantités de radionucléides, donc des atomes radioactifs dans l'environnement. Et par contre, les doses et les quantités de radioactivité qui ont été libérées sont très différentes dans ces deux cas. D'accord. Donc, j'ai commencé par exemple par Tchernobyl. Mm. Tchernobyl a en fait dû à un accident qui a mené à l'explosion du cœur du réacteur. C'est-à-dire que des particules du cœur de ce réacteur ont été dispersées dans l'atmosphère et se sont redéposées avec les pluies, avec les vents, vraiment à des distances très, très importantes du centre de la centrale. À Fukushima, c'était un événement un peu différent. Le cœur n'a pas explosé vraiment en tant que tel. Il y a eu des quantités également importantes de radioactivité qui ont été émises, mais il n'y a pas d'éléments abondants radioactifs comme par exemple du strontium qui se sont retrouvés dans l'environnement à Fukushima, parce que le cœur n'a pas explosé. D'accord. Donc ces deux événements un peu sont moins assez d'impact quand même, du coup, a priori. Pardon ? Un peu moins d'impact quand même que Tchernobyl, du coup. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, en termes de dépôt de césium, parce que le césium est vraiment l'élément radioactif qui se retrouve dans l'environnement suite à des catastrophes et des accidents nucléaires. À Fukushima, on est arrivé à un maximum de dépôt de environ 3 millions de becquerels par mètre carré. Et dans le cas de Tchernobyl, on est à 20 millions de becquerels par mètre carré dans les zones les plus contaminées. Vous voyez qu'on est à un ordre de grandeur au-dessus dans le cas de Tchernobyl par rapport à Fukushima. Effectivement, ouais. Et du coup, par rapport à vos recherches, qu'est-ce que vous recherchez exactement quand vous allez sur ces sites ? Oui, alors du coup, au laboratoire, on s'intéresse principalement aux effets sur les biotas non humains, c'est-à-dire aux impacts sur l'environnement et les impacts écologiques. Donc pour ce faire, on a plusieurs moyens d'analyser les impacts écologiques. La difficulté, c'est que on n'est pas dans un laboratoire fermé où on maîtrise toutes les expositions. On est dans la nature, on doit faire avec les espèces qui sont présentes. Et comme vous pouvez le comprendre, c'est compliqué en fait d'analyser un écosystème dans son entier. Donc généralement, on se focalise soit sur une espèce ou alors des communautés, c'est-à-dire plusieurs espèces qui interagissent ensemble. Et dans notre cas, à Tchernobyl et à Fukushima, nous intéressons à plusieurs espèces. Une première, c'est un amphibien. Les amphibiens sont considérés comme des espèces sentinelles de l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a une bonne corrélation entre leur santé et du coup la santé des écosystèmes qui les abritent. On étudie également des fonctions écologiques, comme par exemple la pollinisation. Donc c'est une fonction écologique majeure, aussi pour l'agriculture humaine, en analysant par exemple la santé des abeilles ainsi que la manière dont ils produisent du miel et aussi par exemple des frelons, donc des insectes pollinisateurs sauvages. Est-ce que leur santé est altérée ou non à par exemple Fukushima. Un troisième axe de recherche que nous avons, c'est du coup l'impact sur une fonction écologique un peu différente, qui est la dégradation de la matière organique. Et là, vous comprenez bien que, par exemple, l'humus, c'est-à-dire les feuilles en dégradation sur le sol, c'est un processus vital pour faire pousser les plantes, et c'est un processus important. Donc, on analyse également cette fonction écologique de la dégradation de la matière organique à Tchernobyl et à Fukushima.
Et du coup, sur ces sites, il y a des zones d'exclusion. Donc, c'est des sites qui ont des zones d'accès assez restreintes. Comment est-ce que vous y accédez? Est-ce que vous avez besoin d'autorisation ou, Les accès sont réalisés et facilités dans notre cas parce qu'on est en collaboration avec les scientifiques locaux, donc l'IER, l'Institut d'écologie, par exemple à Fukushima, ce sont des collaborateurs, ainsi que des académiques présents en Ukraine. Et ça nous permet en fait de faciliter les accès sur ces zones. Et c'est des interactions qui sont juste essentielles parce que ce sont ces acteurs locaux en fait qui connaissent bien ces environnements qui sont très spéciaux. Donc Ok. c'est vraiment des collaborations importantes pour nous. Ouais. Et du coup, quand vous y allez, pour assurer votre sécurité, parce que malgré tout, même si c'est moins radioactif à Tchernobyl maintenant, ça reste potentiellement dangereux. Comment vous faites pour doser les doses de radioactivité que vous prenez ou... Tout Qu'est-ce à que vous fait. faites? Alors, effectivement, il y a des dispositions assez particulières qui sont prises pour s'assurer qu'on n'est pas exposé à des doses importantes de radiation. Et pour ce faire, en fait, on a déjà sur nous des dosimètres, deux types de dosimètres. En fait, un dosimètre qui mesure la radioactivité en temps réel, c'est ce qu'on appelle des dosimètres opérationnels. Et si on dépasse un certain seuil, du coup, il y a une petite alarme qui se met en route et puis on part de cette zone. Simplement, l'éloignement d'une source radioactive suffit à se protéger. Ok. Et un autre moyen, c'est effectivement de se protéger de manière classique. Alors, on ne met pas de combinaison en tant que telle à Fukushima ou à Tchernobyl, c'est pas nécessaire. Par contre, on met des gants, on fait attention de ne pas ramener de la boue sur nos chaussures. Et généralement, ce matériel reste sur place. C'est-à-dire que nos collaborateurs ont des endroits où on stocke le matériel qui aurait pu être souillé et on ne le ramène pas. Donc, c'est comme Ok. ça qu'on gère en fait la radiocontamination aujourd'hui. Ok, merci. Dans l'environnement de travail, est-ce qu'il y a des différences dans l'accumulation ou la transmission de la radioactivité? Est-ce que, je ne sais pas, entre l'air, l'eau peut-être, le sol, est-ce qu'il y a une partie qui accumule plus la radioactivité? Alors, lors des accidents nucléaires, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les particules qui sont les particules des atomes qui sont mis en suspension retombent de par exemple, ils sont déplacés dans le système atmosphérique par les vents. Donc le vent et les conditions météorologiques sont vraiment des conditions déterminantes pour déterminer les cartes de contamination autour de ces événements radiologiques. Donc les pluies sont également importantes. Elles vont faire retomber les particules radioactives sur le sol. Et une fois que ces particules se retrouvent sur le sol, il y a des processus de transfert qui sont en jeu, qui vont déplacer ces radionucléides dans l'environnement de manière plus ou moins rapide. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur... Oui. Après, donc, en gros, vraiment, c'est la météo au moment de l'incident ou de l'accident qui compte beaucoup. Oui, Et c'est ça. sur une durée, c'est en quelques heures, en quelques jours, ou ça redescend Alors, vite? ouais, donc si on revient par exemple sur l'accident de Tchernobyl et de Fukushima, ce Oui. sont des événements qui ont duré plusieurs jours. Donc dans le cas de Tchernobyl, c'est un événement qui a duré à peu près une dizaine de jours. Et à Fukushima, c'était en fait des événements à répétition sur une quinzaine de jours. Donc dans ces deux cas, les cartes de contamination actuelles pour la radioactivité sont vraiment impactés par les vents dominants durant en fait ces périodes d'émission. Et on voit clairement en fait dans les deux cas que les vents dominants étaient au nord-ouest, dans le cas de Tchernobyl et à Fukushima, ce qui a produit des contaminations importantes au nord-ouest de la centrale et moins à l'est. Donc effectivement, les conditions météorologiques sont vraiment déterminantes pour expliquer les cartes de contamination qui sont encore aujourd'hui observées. D'accord. Et ça vous sert aussi aujourd'hui pour cartographier les prélèvements?
du coup. Tout à fait. Donc, le but, dans nos cas, en termes de recherche, c'est bien d'essayer de mettre en évidence des impacts de cette radiocontamination sur les êtres vivants. Donc, on essaye de trouver des endroits avec des gradients de contamination, c'est-à-dire du bruit de fond auquel on est tous exposés aujourd'hui, par Mhm. exemple, Mhm. jusqu'à des doses importantes. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 50. D'accord, vous faites un panel de prélèvements de peu de radioactivité à beaucoup. Voilà, c'est ça. Et on se base en fait sur les cartes actuelles, mais également on mesure du coup, la radioactivité sur place pour s'assurer des débits de dose ambiants, pour Ok. pouvoir faire des corrélations avec Mm, des effets mm. biologiques. Du coup. D'accord. Et une petite dernière question avant la pause, je crois. Vous nous avez parlé de vos modèles d'études, donc les amphibiens, un peu les fonctions écologiques. Je suppose que vous faites des prélèvements, vous récoltez des échantillons. Première question, vous en ramenez un peu dans vos laboratoires en France et quelles sont les règles, comment ça se passe? Il y a des contenants un peu spéciaux, je sais pas. Alors, Ça doit être... du coup, grâce à nos collaborations avec nos collègues ukrainiens ou japonais à Fukushima, on a l'opportunité d'avoir accès à des espaces de laboratoire qui nous permettent d'extraire en fait les échantillons sur place. Et on ne ramène pas généralement D'accord, ça reste... de produits contaminés, donc ça reste sur place. D'accord. effectivement. Merci beaucoup, Olivier, pour, pour ces explications. On passe à votre chanson, la chanson de l'invité. Excellent choix, Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Pourquoi ce choix? C'est un petit clin d'œil à un film également que j'aime bien, Ah. Pulp Fiction. Non. Super, Et, on y va, c'est parti. Son of a Preacher Man. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. Yes, he was. How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown, and the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. The only one who could ever reach me. He was the sweet talking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me. I guess he was the son of a preacher. The only one who could ever fool me. Sweet was the son of a preacher. The only one who could ever fool me was the son of a preacher man. Merci beaucoup. Eh bien, vous êtes bien en direct de la parenthèse scientifique évaluer l'impact de la radioactivité sur le vivant avec nous en direct Olivier Armand. Alors Olivier, on vient de parler de votre modèle d'étude des amphibiens. Eh bien, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur l'effet des radiations sur ces espèces que vous étudiez et peut-être sur leurs grandes fonctions physiologiques ? Oui. Donc effectivement, lors des accidents nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima, il faut bien se rendre compte que les êtres vivants
dans l'environnement ne sont pas déplacés. On peut déplacer les êtres humains, c'est ce qui est réalisé pour protéger leur santé. Par contre, les écosystèmes restent en place. Donc ça a vraiment une influence sur l'exposition de ces organismes, parce que du coup, ils sont exposés de manière chronique, sur plusieurs générations même, depuis l'accident jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a 35 ans d'exposition aux rayonnements ionisants à Tchernobyl et un peu plus de 12 ans à Fukushima. Donc ces effets chroniques, ils sont bien moins connus en fait que les effets aigus. Simplement parce que c'est généralement l'homme qui est priorisé pour des études et des recherches. Donc les impacts des rayonnements ionisants, de manière aiguë, ils sont bien connus. Il y a des effets, par exemple, comme des impacts sur la fertilité, ou alors à plus faible dose des cancers. Mais ce n'est pas ce qu'on observe généralement dans la nature. Dans la nature, les animaux sauvages, s'ils ne sont pas dans un bon état physiologique, en fait, la sélection naturelle fait son travail et ils sont éliminés. Donc ça, c'est vraiment une problématique importante. C'est-à-dire que la grenouille à 5 pattes, on ne l'observera pas. Justement, on se posait la question. Donc ça, on ne le voit pas. Des effets vraiment délétères sur les individus, en fait, ces individus ils vont disparaître très rapidement. Donc, c'est ça qui nous intéresse, effectivement, c'est de comprendre aujourd'hui quel est l'impact de ces expositions radioactives. Alors, à forte dose, après l'accident de Tchernobyl, il y a eu plein d'études qui ont démontré des effets aussi, comme des problèmes de fertilité sur des animaux, des taux de mutation qui ont augmenté, la mort des pins, les pins, l'arbre, ce sont vraiment des espèces qui sont sensibles. Et juste après l'accident à Tchernobyl, la forêt rousse, c'est-à-dire cette forêt rouge, était due en fait à la mort des pins, due à des expositions aux rayonnements ionisants qui étaient très fortes. Ça, c'est incroyable, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup finalement. L'effet sur les plantes. Ouais, que les gens ne connaissent pas trop, l'effet de la radioactivité sur les plantes. Ou les arbres. C'est ça. Donc les pins sont vraiment des espèces assez sensibles et qui, du coup, sont mortes assez rapidement, aussi dues au fait des expositions juste après l'accident qui étaient très fortes. Donc aujourd'hui, effectivement, la radioactivité a fortement baissé de par la décroissance radioactive des éléments qui sont présents dans l'environnement, le césium, le strontium à Tchernobyl. Et aujourd'hui, les écosystèmes sont exposés à des doses moindres. Et ces effets, aujourd'hui, sont l'objet d'analyses et de débats scientifiques assez, disons, je dirais parfois virulents, entre les tenants, en fait, des études qui démontrent un impact sur la faune sauvage, et d'autres études qui, au contraire, ont montré un retour, par exemple à Tchernobyl, de mammifères un peu emblématiques, comme le lynx, le bison, le loup gris. Donc on se place également dans un débat sociétal, en particulier à Tchernobyl, où 35 ans après, les Ukrainiens proposent, et les Biélorusses, comme ces zones d'exclusion qui sont sans activité humaine, comme même des réservoirs de biodiversité. Et nous, on se pose la question simplement si les espèces aujourd'hui sont encore sous l'influence de ces rayonnements ionisants, et est-ce qu'on peut observer des impacts ou non. Voilà. Et alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous en observez des impacts? Alors du coup, nous sommes focalisés sur une espèce bien particulière, c'est effectivement cette rainette arboricole qui a des traits d'histoire de vie, c'est-à-dire des caractéristiques de par sa reproduction et ses habitats qui est très particulière. Donc c'est une espèce sentinelle parce que les amphibiens ont une peau perméable aux polluants, ils vivent dans l'eau, ils vont également sur la terre, et dans le cas des rainettes, ils vont même dans les arbustes. Donc c'est vraiment un organisme qui est exposé aux 3 milieux différents, l'eau, le sol et du coup même les arbres. Donc ça en fait un bon organisme à étudier. Et ce qui est très particulier avec ces rainettes, c'est que du coup, elles ne se déplacent pas loin. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment une affinité de l'environnement où elles naissent. Elles ne migrent pas beaucoup lors d'une génération à l'autre.
Et ça nous permet en fait de faire un zoom sur les effets locaux, vraiment dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, sans migration d'individus qui peuvent provenir de zones environnantes moins contaminées. Donc on se met dans des conditions favorables pour voir des effets. Et ces effets, on les a caractérisés avec des données de génétique, par exemple, qui sont des outils modernes aujourd'hui qui sont utilisés aussi en écologie, pour observer en fait que ces populations de rainettes sont plus petites dans les zones les plus contaminées de Tchernobyl, et que aussi le taux d'affiliation, c'est-à-dire le lien de parenté entre les individus dans la zone d'exclusion de Tchernobyl sont plus forts. Donc, on n'a pas observé de co-sanguinité, mais par contre, les populations sont plus petites, avec des diversités génétiques moindres, et avec des taux d'affiliation, donc des liens de parenté plus forts. Donc ça nous montre une forte corrélation entre ces observations et les rayonnements ionisants. Donc le problème, par contre, c'est que des liens causaux, c'est-à-dire démontrer que c'est vraiment dû aux rayonnements ionisants, ces impacts populationnels sur ces organismes, là, c'est compliqué. Et du coup, maintenant, on a, comme vous disiez, avec Fukushima et Tchernobyl, on a pas mal de recul par rapport à ces zones-là. Et il y a eu pas mal d'études scientifiques. Et donc, comment est-ce qu'on définit maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on les définit différemment, les zones d'exclusion? Est-ce qu'elles sont pertinentes et comment elles sont définies? Alors, les zones d'exclusion sont généralement définies par rapport à des critères et des seuils par rapport à la radiocontamination et les dangers qu'ils peuvent avoir par rapport à la santé humaine. Donc, par exemple, à Tchernobyl, il y a eu plusieurs rounds en fait, de définition de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Très rapidement, les autorités ont exclu la population et toute activité humaine dans un rayon de 30 km. Et en 1991, il y a eu une forme de raffinement de ces zones d'exclusion par rapport en fait à des doses d'exposition aux populations. Donc ces seuils, ils sont proposés pour protéger les populations et ils bannissent en fait tout système d'exploitation agricole ou d'activité humaine dans ces territoires. Okay. Donc ils peuvent évoluer dans le temps du fait de la décroissance radioactive des radioéléments. Hein. Donc, par exemple, à Fukushima, il y a effectivement une décroissance très rapide, puisqu'il n'y a que du césium, enfin en majorité, qui s'est retrouvé dans l'environnement, et les autorités essayent de récupérer un maximum de territoire au fur et à mesure que en fait, la décroissance radioactive se déroule, ce qui permet effectivement de s'assurer que les populations ne sont pas exposées de manière importante aux radiations. Okay. Donc ça peut évoluer dans le temps, effectivement. Pour passer de l'homme à l'animal, tout à l'heure vous en parliez un petit peu, mais est-ce qu'il y a certaines espèces qui sont plus sensibles que d'autres? Et qu'est-ce qui explique surtout cette différence de sensibilité? Est-ce que c'est lié à la taille de l'espèce? Est-ce que c'est lié à la génétique ou d'autres facteurs? Alors, concernant la taille, ce n'est pas un critère qui semble disons, corrélé avec la sensibilité. Par contre, un facteur qui semble déterminant, c'est la manière dont ces espèces se reproduisent, se nourrissent. Donc ça, ces traits d'histoire de vie qui sont des caractéristiques de chaque espèce semblent être vraiment un facteur déterminant. Donc pour prendre un exemple, imaginez une espèce qui se reproduit lentement, avec du coup une maturité sexuelle qui met du temps, plusieurs années, et qui ne produit qu'une seule progéniture, c'est-à-dire une espèce longévive. On l'a vu avec Jean-Dominique Le Breton. Et par rapport à une espèce qui, elle, se reproduit très rapidement, a une maturité sexuelle très rapide et qui a une progéniture qui est très abondante, on comprend bien en fait que le temps d'exposition jusqu'à la maturité sexuelle est un critère important. C'est-à-dire que l'exposition sera plus longue pour cette espèce longévive, comme vous l'avez dit, et du coup, les impacts sur la production des gamètes et possiblement même durant la période de développement embryonnaire sera supérieur. Donc, il y aura un détriment supérieur par rapport à une espèce qui se reproduit beaucoup et très vite.
Donc, des exemples de radiosensibilité, il y en a plusieurs, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, les pins semblent être des espèces de plantes qui sont très sensibles. Les vertébrés, en particulier les mammifères, sont plus sensibles, par exemple, que les insectes. Les insectes, comme par exemple les mouches, et puis souvent on prend aussi l'exemple des scorpions, hein, ce sont en fait des fameux. êtres vivants qui sont très radiorésistants. Et on l'explique également par le fait que ces organismes peuvent développer des processus de défense, par exemple contre les dommages à l'ADN, parce que les rayonnements ionisants induisent des dommages à l'ADN et produisent des espèces réactives de l'oxygène, des ROS. Et si ces processus de défense sont pour une raison ou une autre plus efficaces dans une espèce, ça favorise en fait à les rendre plus résistantes. Donc un exemple, par exemple, d'espèces très radiorésistantes, c'est par exemple des bactéries. Deinococcus radiodurans, c'est en fait une bactérie qui est très très radiorésistante et elle est multi-résistante elle est multi-extrémophile. C'est-à-dire qu'elle résiste non seulement à des milliers de degrés d'exposition, alors qu'un humain il va succomber à des expositions de l'ordre de 10 degrés, mais il est également résistant à la dessiccation, il est également très résistant à des hausses de température. Donc voilà, c'est souvent une cooptation, c'est-à-dire qu'un organisme qui est résistant à la dessiccation, il peut aussi, de manière indirecte, devenir radiorésistant. C'est un petit peu une forme de cooptation évolutive de ces espèces. Olivier, est-ce que vous pouvez définir dessiccation peut-être pour les auditeurs? Alors la dessiccation, c'est la résistance au manque d'eau, c'est-à-dire qu'une bactérie, lorsqu'elle a un manque d'eau, elle est dans une condition de stress importante. Elle peut même former des spores qui sont très résistantes aux changements environnementaux. Et la dessiccation, c'est simplement assécher un organisme, enlever sa part d'eau quelque part. Moi, j'ai une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'effet chronique par rapport aux effets aigus des radiations. On se demandait aussi, est-ce que une exposition directe, donc être sur le site, et une exposition indirecte, donc par exemple ingérer des aliments qui ont poussé par exemple sur ces sols radioactifs, est-ce que vous savez un petit peu ce qui est le pire? Ouais, alors du coup, effectivement, on distingue les expositions externes, c'est-à-dire avec une source qui est à l'extérieur de votre corps, des expositions internes, comme par exemple, vous l'avez dit, on ingère là un radioélément. Donc c'est très différent, effectivement, et les impacts sont très différents. D'une part parce qu'une source radioactive qui est à l'extérieur, simplement vous éloigner de cette source, ça vous permet de vous protéger des rayonnements ionisants. Parce qu'il diminue ces rayonnements ionisants avec le carré de la distance. Donc plus vous êtes loin, moins il y aura des rayonnements ionisants qui arrivent jusqu'à vous et moins il y aura d'effets délétères. Donc on peut se protéger facilement des expositions externes aux rayonnements ionisants simplement par la distance et l'éloignement. Lorsque l'on est contaminé, c'est-à-dire que du coup on a ingéré ou respiré des particules radioactives, là elles sont dans votre corps. Elles sont dans votre corps, donc s'en débarrasser, c'est très difficile et ça prendra du temps. Il y a effectivement des effets qui peuvent être aussi plus importants parce qu'en fonction du type de rayonnement ionisant, par exemple les particules alpha, on avait vu dans l'introduction que ce sont des particules qui sont arrêtées très rapidement, par exemple par la peau. Et lorsque vous touchez ce type de matériaux, c'est peut-être sur une distance très courte, mais elle va faire beaucoup de dégâts, en quelque sorte. Donc avoir, disons, des radionucléides qui sont des émetteurs alpha dans votre corps, ça va effectivement produire des détriments très importants. Alors que les rayons gamma vont aussi avoir des détriments, mais ils traversent votre corps, en quelque sorte. D'accord. Donc oui, les effets sont très différents. Et le plus dangereux, c'est effectivement la contamination par ingestion et par inhalation. D'accord.
Merci beaucoup Olivier. Pauline, qui est notre maîtresse du temps, me dit que c'est maintenant la fin, mais quand même je voulais poser cette dernière question, parce qu'on a vu sur le site de l'IRSN que vous travaillez aussi sur l'irradiation cosmique, et je voulais juste savoir ce qu'était l'irradiation cosmique. Alors du coup, ça, c'est une collaboration avec une de mes collègues, Christelle Adam-Guillermin, qui elle-même collabore avec l'IFREMER. Et il y a effectivement un projet de l'IFREMER qui vise à évaluer les impacts des rayons cosmiques sur des espèces de poissons, en particulier les bars. Et donc c'est l'IFREMER en fait qui gère ce projet, et nous on les assiste pour mettre à disposition nos moyens d'irradiation et contribuer à des analyses sur les effets biologiques de ces rayons cosmiques, en particulier par exemple les protons qui se retrouvent dans les vents solaires, les neutrons également, et d'autres types de particules ionisées qui peuvent être présentes dans l'espace. Voilà. Merci beaucoup Olivier, merci pour toutes ces informations et d'avoir été avec nous. On passe à la pause musicale The Pogs, The Old Man Drag. When I first came to London, I was only 16, with a fiver in my pocket and my old dancing bag. I went down to the Dilly to check out the scene, but I soon ended up upon the old main drag. There the he-males and the she-males paraded in style, and the old man with the money would flash you a smile. In the dark of an alley, you would work for a five, for a swift one off the wrist, down on the old main drag. In the cold winter nights, the old town it was chill, but there were boys in the cafes who'd give you cheap pills. If you didn't have the money, you'd cajole and you'd beg. There was always lots of chewing on the old main drag. One evening as I was lying down in Leicester Square, I was picked up by the coppers and kicked in the balls. Between the muckle doors at Vine Street, I was beaten and mauled, and I ruined my good looks for the old main drag. In the tube station, the old ones who were on the way out would dribble and vomit and grovel and shout, and the coppers would come along and push them about, and I wished I could escape from the old main drag. And now I am lying here, I have had too much booze. I've been spat on and shot on and raped and abused. I know that I am dying, and I wish I could beg for some money to take me from the old main drag. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et on passe aux actualités scientifiques. Alors, la COP28 s'est déroulée du 30 novembre au 12 décembre. Nous sommes nombreux à en avoir entendu parler. Organisée par les Émirats arabes unis, la 28e conférence des parties sur les changements climatiques s'est tenue à Dubaï. Après 2 semaines de négociations, le texte final appelle
et on l'espère, on continuera, à une transition hors des énergies fossiles pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce texte vise à accélérer l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Affaire à suivre donc. Et alors j'enchaîne avec quelque chose de moins médiatisé que la COP28, c'est la création d'un nouveau conseil présidentiel de la science. Alors, c'est un petit peu barbare comme ça. Début décembre, Emmanuel Macron a annoncé instaurer un conseil donc, présidentiel de la science. C'est un organisme qui deviendra une instance permanente et qui sera composé d'une dizaine de chercheurs. Alors, 12 pour être précis d'ailleurs. Et cet organisme jouera un rôle interne de conseil au président dans l'orientation, l'alerte et le suivi des décisions prises sur des sujets scientifiques à enjeu d'avenir. Donc, dans l'innovation scientifique et les sujets de recherche notamment. Et pas forcément sur des sujets d'actualité. Donc l'exemple qui est donné par le cabinet présidentiel, c'est celui de la technologie des vaccins ARN qui aurait pu être abordé il y a peut-être 10 ans. Et avec ce type de conseil, on aurait été moins désarmé face au Covid. Voilà ce qui est un petit peu mis en avant. Les avis de ce comité de chercheurs ne seront pas rendus publics. Et une fois par trimestre, le comité pourra échanger librement avec le président. Les spécialités des chercheurs mis en avant sont très variées, avec autant des spécialistes issus du milieu médical, il y a notamment un oncologue ou un médecin ophtalmologue, mais aussi plus dans la société avec des sociologues, un historien, un économiste, un mathématicien, et des gens plus proches de ce que l'on peut voir chez nous à la Fondation, avec notamment une écologue, une microbiologiste et des physiciens. Et à noter quand même que parmi les membres de ce conseil, la parité sera presque de mise avec 5 femmes et 7 hommes. Voilà. Et pour finir, une dernière actualité. Donc, fin 2023, le programme Exploration Bleue a été lancé par Casque for Oceans en collaboration avec le CNRS et l'ONG Expédition 7e Continent et son bateau laboratoire. Donc, vous le savez peut-être, le 7e continent, c'est ce qu'on appelle... en gros, c'est ce continent de plastique dans les océans. Et donc, pendant 3 ans, le bateau va prélever des échantillons dans les eaux de la Méditerranée et de l'Atlantique Nord. Et son objectif, c'est d'identifier les perturbateurs endocriniens qui sont associés aux micro et aux nanoplastiques en mer, de mesurer leur toxicité sur plusieurs organismes marins. Parmi les perturbateurs endocriniens qui sont proposés à l'étude, on va retrouver la chlordécone, donc le pesticide qui est utilisé sur les bananiers en Martinique, en Guadeloupe, le bisphénol A et les filtres solaires. Merci Marie-Cécile. Je crois que si on veut plus d'informations, c'est ça. Vous pouvez aller sur le site de Exploration Bleue, donc c'est explorationbleu au singulier.fr. Merci à tous. On passe à la science poétique avec Pauline. La science poétique. Alors aujourd'hui, je vous partage un extrait de l'Atlas de zoologie poétique de Emmanuel Puitba aux éditions Artaud. L'insecte qui se prend pour une fleur. Le monde des insectes est celui où la poésie animale se révèle souvent avec le plus de cruauté. Sur ce point, la menthe orchidée atteint, selon moi, le statut d'œuvre d'art. Quoi de plus beau et de plus poétique qu'un insecte qui se fond sur une fleur, et pas n'importe laquelle. Les 4 pattes de cette menthe ressemblent tant aux pétales d'une orchidée qu'il devient impossible de savoir qui est l'insecte et qui est la fleur. Les contours sont si subtils. La tromperie est parfaite. Cette magnifique menthe orchidée est l'un des exemples les plus impressionnants et les plus esthétiques de mimétisme. Un insecte fleur. Mais à la prendre pour une fleur, on en oublierait presque que cette espèce est aussi un prédateur redoutable, montrant une préférence pour d'autres animaux tout aussi poétiques et superbes, les papillons. Belle mais dangereuse. Certaines menthes attrapent parfois des petits oiseaux et des chauves-souris. Si elles ressemblent délicatement à une fleur, les pattes avant, ravisseuses ou raptoriales, sont couvertes d'épines pour mieux saisir leur proie. Côté stratégie, pour se protéger ou chasser, la menthe orchidée ne s'arrête pas là. Les jeunes peuvent très rapidement sautiller et même faire le mort. Ce comportement s'appelle la thanatose. Une fois adulte, la menthe peut tourner sa tête triangulaire à plus de 180 degrés, avec une mobilité quasi périscopique grâce à la rigidité de son cou. Elle peut ainsi rester parfaitement immobile, tout en profitant d'un champ de vision hors norme pour guetter l'arrivée d'une proie. Petit aparté pour rassurer ces messieurs, le mâle menthe orchidée s'accouple en se disposant sur l'extrémité de l'abdomen de la femelle.
Un détail ? Pas vraiment, car cela lui permet d'éviter de se faire dévorer par sa partenaire. Merci Pauline. On passe aux actualités de la Fondation. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et on passe aux actualités de la Fondation. Prochaine actu, prochaine conférence grand public ? Tout à fait. Comme chaque mois, la Fondation organise, toujours en partenariat avec la médiathèque Latour Maubourg, une conférence grand public qui aura lieu le 24 janvier. Donc notez la date et n'hésitez pas à aller sur le site de la Fondation pour plus de renseignements. Et puis peut-être on fera aussi une petite galette des rois au courant janvier ? On ne sait pas, on verra. On verra. Écoutez, restez thunes pour l'éventuelle galette des rois. Tout à fait. Et puis, article AOP quand même, Damien ? Alors, on va faire un deuxième mot du jour en fait. Donc les AOP, c'est quoi ? C'est les Adverse Outcome Pathway. Donc je vais essayer d'entrer un peu dans le détail parce qu'on a écrit un article sur ce sujet-là avec des chercheurs de l'INSERM, du CNRS, de l'IFREMER et de l'IRSN, dont Olivier Armand. Alors, quand on est toxicologue ou écotoxicologue, on cherche à comprendre les effets des contaminants sur l'homme ou l'animal. Et en fait, on se pose d'abord la question de comment ça fonctionne, c'est-à-dire par quel mécanisme d'action, moléculaire, cellulaire, un contaminant va agir. Ensuite, on se demande s'il y a un effet observable, c'est-à-dire une maladie ou une fonction physiologique de l'organisme qui est altérée. C'est là qu'intervient le concept d'Adverse Outcome Pathway, ou chemin de l'effet néfaste, qui va permettre de relier le mécanisme d'action à l'effet observable. Et récemment, donc, comme je disais, on a publié un article sur ce sujet avec des toxicologues de l'INSERM qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour aller rechercher des liens de cause à effet dans des articles scientifiques. Et ainsi, scruter toute la littérature, des milliers d'articles parfois, nous avons écrit un papier pour pouvoir donc extrapoler et utiliser cette méthode en écotoxicologie et ouvrir de nouvelles perspectives sur la compréhension des mécanismes d'action et des effets sur les animaux et les écosystèmes décontaminants. Merci beaucoup Damien. On peut retrouver une partie du papier sur le site web de la Fondation, je crois ? Oui, complètement. Merci pour tout. C'est la fin de la parenthèse scientifique, cette parenthèse scientifique de début d'année 2024. On était très heureux d'être avec vous. Évaluer l'impact de la radioactivité sur le vivant avec Olivier Armand, c'était le sujet du jour. On vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir, Hello Biopogs. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Oh, regardez. C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.